continuer évidemment sur cette 6e édition X-Mobility, organisée par l'association Le Mantec, avec, j'en ai parlé évidemment, Michel Forissier et cette keynote d'ouverture, Chief Engineering and Marketing Officer chez Valeo. Bienvenue. Voilà, merci, merci Anthony. Et on peut rester debout. Oui, je reste debout, c'est mieux. Merci à vous tous d'être là. C'est un honneur et une fierté pour moi d'être ici et d'avoir été invité pour ce petit speech d'introduction. Je vais corriger un petit peu. Moi, je suis un vieux bonhomme, mais un jeune retraité, puisque ça fait quelques semaines que j'ai quitté Valeo. Âge oblige. J'ai passé 43 ans dans l'industrie automobile, 16 ans chez Renault, 27 ans chez Valeo, et j'ai fini effectivement comme directeur de l'ingénierie du marketing du groupe Valeo. Et donc, quand on m'a demandé, Marc et Laurent m'ont demandé de venir plancher ici, sur X-Mobility, je me suis dit, mais bon, la mobility, c'est mobilité, de quoi on parle puisque c'est comme un peu le sujet. Et je vous ai fait une petite proposition qui est indiquée ici, c'est que la mobilité, c'est la vie. Alors, il faut comprendre un peu mon propos. Vous verrez que la mobilité, à mes yeux, c'est quelque chose qui est éminemment humain, puisqu'en fait, l'homme cherche à se déplacer pour aller chercher la nourriture, chercher sa famille, aller au travail, voir des gens, voir des choses, visiter. Et donc, quelque part, la mobilité, c'est un peu comme le sang dans l'organisme. Quand ça circule, c'est vivant, et quand ça circule plus, c'est mort. Et je pense qu'en fait, le sujet, il est vraiment là. Et ceux qui voudraient, au titre d'échange du moment qui vient, et on va en parler, réduire la mobilité parce que c'est sale, parce que c'est pas propre, parce que c'est pas bien, en fait, c'est mortifère comme analyse. Et je pense que c'est pas ça le sujet. Il faut la transformer et non pas la réduire. Et donc, je voudrais juste vous donner quelques éléments de contexte. Pendant des milliers d'années, on a utilisé la mobilité dès le début, à pied, en cheval, en bateau. L'homme a toujours cherché à bouger. D'abord pour chercher à manger, puis après pour aller conquérir le monde. C'est pas nouveau, mais c'était lent. Et puis finalement, il s'est passé quelque chose de très important au 19e siècle, c'est le train qui est arrivé, la révolution industrielle, puis la voiture, puis l'avion, et ça a tout changé. Ça a tout changé au point que notre monde actuel, il est complètement centrique de la mobilité. Vous voyez un peu les photos, les exemples. Des fois, ça paraît même un peu dément, mais quelque part, en fait, la mobilité, c'est notre vie à nous de tous aujourd'hui. On ne pourrait plus se passer de mobilité, quelle qu'elle soit. Ça fait partie intrinsèque de notre vie. Ça a des vertus. Ça représente une énorme part de l'activité humaine, pratiquement 20% du PIB mondial, des millions d'emplois, des dizaines de millions d'emplois et en millions de services. Et dont les assurances, mais pas que. Et donc c'est quelque chose qui a pris une place incroyable dans la société, Imaginez qu'avant le 19e siècle, ça n'avait pas cette place-là. Donc le monde moderne a été forgé à l'aune de la mobilité. Alors par contre, il y a des effets pervers qu'on connaît. Alors là, j'ai pris l'effet de la voiture, mais on pourrait prendre un peu toute la mobilité dans son ensemble. La pollution, les accidents, les congestions, on est tous en train de pleurer ou de râler. Et puis aujourd'hui, avec l'échange du moment, on voit bien que ça, c'est un sujet qu'on ne peut plus ignorer et que tout a un prix, mais ce prix-là, aujourd'hui, il est très lourd à porter et qu'il faut qu'on le traite. Et le monde change. Le monde change très vite. Il y a des accélérations là, au tournant du siècle qui se sont passées. Bon, la globalisation avait commencé avant. La Chine est une puissance émergente qui accélère à toute allure. L'Internet a changé complètement le monde avec la digitalisation. Et le changement climatique est peut-être le plus important, qui inquiète beaucoup les jeunes générations, à raison, et qui en fait est quand même en train de sous-tendre tout le nécessaire changement de l'industrie et donc de la mobilité. Et donc quelque part, la société change en même temps, avec des nouvelles générations, nos enfants. Ils ne pensent pas comme nous, ils n'ont pas la même relation à la société, à la mobilité que moi j'avais quand j'avais leur âge. Les nouvelles villes, des nouvelles valeurs qui sont en train de s'installer dans la société, qui font qu'il faut s'adapter à une société qui est en train de changer. Et donc, la mobilité va changer. C'est pas qu'elle doit changer, c'est elle va changer, c'est certain, parce que de toute façon, c'est nos enfants qui la feront, c'est pas nous. Et donc, je vais vous donner quelques tendances, et après, je rentrerai un peu plus sur l'échange et les détails. Alors ici, vous avez quelques tendances. Bon, il y aura moins de voitures, je pense qu'il y en aura moins, mais elles seront probablement toutes électriques. L'aviation s'hybridise, la livraison se robotise, etc., etc. Vous voyez les exemples que j'ai mis là. Mais une constante qui est transversale à tout ça, c'est propre, c'est plus segmenté par l'usage et c'est beaucoup plus local.
Et je pense que ça, c'est des tendances assez fortes qu'on voit émerger un peu partout dans le monde. Et là, je ne parle pas que de la France. Je connais bien la Chine, je connais bien l'Inde, je connais bien les États-Unis, je connais bien le Japon. C'est à peu près pareil partout, avec des variantes évidemment culturelles et sociales et sociétales. Mais fondamentalement, on voit une évolution assez notable qui est sous-tendue par tous ces ressorts-là. Et donc là-dedans, au-delà de ces tendances, il y a quelques grands enjeux. Donc j'en ai cité 4 que je vais détailler un tout petit peu plus, qui me semblent vraiment importants à comprendre. Moi, j'ai été un industriel pendant 43 ans, et je pense que là, aujourd'hui, c'est des choses qui ont été probablement un peu ignorées par les industriels et qui maintenant le prennent en pleine face, et qu'il va falloir qu'ils traitent. Il y en a 4 grands, je pense. La neutralité carbone, l'accès aux ressources, la modification des usages et le prix. Alors, je ne lirai pas le slide, vous voyez ce que j'y ai mis dedans, mais ça me semble des éléments fondamentaux du changement de la société qu'on est en train de voir venir devant nous, sur lesquels je voudrais vous donner quelques petits détails. La neutralité carbone, un gros mot, là, tout le monde utilise ça à tort et à travers. D'abord, la neutralité carbone, fondamentalement, ça n'existe pas. Bon, c'est pas possible physiquement de le faire, mais je ne vais pas rentrer dans de la sémantique. Mais si je regarde déjà la sortie des fossiles, elle est indispensable à cause du changement climatique. La neutralité carbone, sur votre note en carbone, il n'y a plus de fossiles. Donc, il y a, même le moteur thermique, fut-il à l'hydrogène ou au biofuel ou au e-fuel, et pas zéro émission. Donc quelque part, le moteur à combustion, il sera condamné à terme. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il sera condamné à terme. Est-ce que c'est 2035, 2050? À la limite, on s'en fout. Il sera condamné à terme. L'empreinte carbone, c'est un concept un peu plus subtil, c'est toutes les émissions de carbone de toute la chaîne de production qu'on appelle cradle to grave, c'est-à-dire du berceau à la tombe, incluant tous les minerais que vous extrayez, la transformation des minerais en métaux, les métaux que vous emboutissez, vous les soudez, vous faites un produit, vous mettez les produits en usage, et après vous recyclez le produit. C'est un problème monstrueusement compliqué. J'ai été industriel, je me suis engagé à fond là-dedans, et je peux vous dire, on n'en est qu'au balbutiement. Il y a toute la société industrielle à transformer de fond en comble pour arriver à maîtriser l'empreinte carbone de l'industrie. Et c'est un projet, enfin c'est un chantier absolument colossal qu'on n'imagine même pas. Et en off, je pourrais vous donner des exemples si vous le souhaitez. Et puis, au fin du fond, tout ça se traduit par l'usage de l'énergie primaire que vous utilisez pour faire votre industrie. Et on revient à l'électricité, qui est la mère de tous les sujets. Et là, je ne vais pas entrer dans un débat politique sur l'électricité décarbonée, mais vous comprenez bien pourquoi ça ferraille à Bruxelles et pourquoi il y a des débats sans fin sur l'EDF, sur la RNH, sur l'Allemagne, la France, etc., etc. Mais on est vraiment dans une transformation fondamentale de toute l'industrie et toute la société pour faire la neutralité carbone. Le deuxième sujet, c'est la géopolitique et la raréfaction des ressources. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'en France, il n'y a pas de ressources, ou il n'y en a plus, à part du foie gras et du vin. Ce qui est pas mal aussi, mais c'est pas terrible pour l'industrie. Et la guerre des ressources, elle ne fait que commencer. Les Chinois possèdent toutes les mines de terres rares sur la planète, y compris aux États-Unis. L'aluminium, l'acier, le cuivre, ça se trouve dans des pays, Australie, Chili et ailleurs. Il n'y en a pas chez nous. Et donc, nous, on importe des matériaux de partout. Et ce qui est quand même stupide, c'est que ces matériaux, on les transforme, on les utilise, on les jette à la poubelle. Par exemple, les voitures, on les broie et ça finit en talus d'autoroute. C'est complètement crétin. C'est complètement crétin. À un moment où la raréfaction des ressources va devenir un vrai sujet, il est urgentissime de rentrer dans de l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, économie circulaire? Là aussi, je vais aller assez vite, mais ça veut dire que fondamentalement, il va falloir qu'on récupère tout ce qu'on peut récupérer et qu'on le répare, qu'on le reconstruise, qu'on le recycle. On en est au tout début, au balbutiement. Tous les gens qui vous disent c'est recyclé à 100%, c'est des menteurs. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on en est au tout début. Il y a un énorme chantier à faire, passionnant d'ailleurs, et qui n'est pas un chantier que technique, c'est aussi un chantier économique. Mais si vous regardez le endgame, donc la fin de l'histoire, pour être carbone neutre, au bout du bout, on ne peut plus fabriquer un seul produit avec de la matière native. Pour un industriel, ça va. Ça veut dire que tous les produits de demain seront des produits qui seront d'une manière ou d'une autre issus du recyclage. Pour un industriel, c'est même quelque chose d'inconcevable aujourd'hui. Et il va bien falloir qu'il le conçoive, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et donc, je pense que ça, c'est un sujet super important. Troisième sujet, bon, là, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour en parler, c'est la modification des usages. Parce que le XXIe siècle, c'est pas le XXe siècle. Les jeunes, c'est pas les vieux.
Les villes d'aujourd'hui, ce n'est pas les villes de hier et ce n'est pas les villes de demain. Là aussi, tout est en train de changer. L'usage de la voiture, l'Internet et la digitalisation qui a permis, par exemple, le Blablacar et les usages partagés, l'électrification des voitures qui change complètement, par exemple, les métiers. On en parlait avec Laurent sur l'après-vente, notamment dans les garages, où il faut changer aussi tous les savoir-faire et les métiers dans les garages. Les ZFE, les interdictions dans les villes qui vont obliger à utiliser des objets de mobilité différents. Tout ça va changer fondamentalement les usages. Et quelque part, les nouveaux business de mobilité sont réinventés de A à Z. On n'est plus du tout dans un mode où j'achète une bagnole, je la garde pendant 30 ans et je l'amortis dans mon compte et je l'utilise de temps en temps quand j'en ai besoin. Ça va changer complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs ici dans la salle qui seront plus pertinents que moi pour en débattre. Et le dernier que j'aime bien personnellement, c'est le prix abordable. Parce que notamment, alors il y a des tas de gens sur les réseaux sociaux, et la voiture électrique c'est trop cher, et patiti et patata, et les gilets jaunes, et ceci et cela. Bah, c'est vrai. Et quelque part, c'est parce qu'en fait, on fait une erreur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font une erreur stratégique importante, c'est qu'ils essayent d'adapter le monde d'avant en le peignant en vert, en l'électrifiant, en faisant sans changer en fait la réflexion sur le mode d'usage et sur le business model. Et je pense que ça, c'est une erreur grave. Et je vous cite un exemple. Vous prenez une bagnole, si vous voulez tourner électrique, vous rajoutez 600 kg de batterie, elle est beaucoup plus lourde, donc elle consomme beaucoup plus d'énergie à avancer, et donc vous tombez dans une spirale absolument vicieuse, où plus vous voulez qu'elle aille loin, plus vous mettez une grosse batterie, plus elle est lourde et plus elle consomme. Ce qui est idiot. Et donc il faut faire l'inverse, la spirale vertueuse, qui consiste à alléger, alléger, alléger. Et on va en venir là aussi quelque chose qui vous est cher, je crois, à tous ici, c'est la petite mobilité urbaine électrique, qui par essence devrait être légère si elle veut être comment dire, frugale en termes d'énergie. Et c'est une autre pensée dans l'ingénierie, dans la construction des business models, qui est totalement différente que faire du business as usual en essayant de copier-coller les modèles d'aujourd'hui en modèles de demain. Alors comment on s'adapte? C'est quoi les risques? C'est quoi les opportunités? Et donc là, je voudrais vous donner un exemple. Bon, je ne suis plus chez Valeo depuis 3 mois, mais je peux quand même en parler. J'ai quand même été 27 ans et j'étais à la manœuvre pour faire transformer cette belle compagnie. Et en quelques pages, je vais vous dire un peu ce qu'on a fait. En 97, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu 2 événements majeurs au Japon. Il y a eu le protocole de Kyoto et l'arrivée de la Toyota Prius, première voiture hybride au monde. Et ça, les gens qui nous disent « Ah, on est à la bourre pour faire l'électrification des voitures, on ne savait pas, on n'a pas le temps », bah, c'est pas vrai. Parce qu'en 97, on le savait. Et 87, c'était il y a 26 ans. 26 ans. Et donc nous, à ce moment-là, dès 98, on s'est dit que ça allait changer. Dès 98, on s'est dit qu'il fallait que nos business allaient mourir, qu'ils allaient être impactés. Sur une voiture électrique, il n'y a plus d'embrayage, Valeo fait des embrayages, il n'y a plus d'alternateurs, Valeo fait des alternateurs, il n'y a plus de choses comme ça. Et donc on s'est dit, il faut qu'on se transforme. Et on a délibérément infléchi la stratégie de la société. On a mis la réduction du CO2 au cœur de la stratégie, et on a développé tous les systèmes qui sont listés dans le slide ici, à commencer par le fameux stop and start, puis les hybrides, puis les véhicules électriques, puis tout ce qui va avec. Mais ça a été délibéré. Et c'était une vocation d'entreprise pilotée par le directeur général lui-même. Évidemment, on l'a un peu aidé à concevoir le plan, mais ça a été fait comme ça. Et on est allé plus loin. On s'est dit, mais ça ne suffit pas. Donc on a proposé en 2014 un premier petit véhicule urbain électrique léger. C'est une Jodo que j'ai fait moi-même en Chine avec l'université de Jiaotong, vous voyez, qui est derrière là. Et donc qui était une voiture qui faisait déjà 100 km/h, 120 km d'autonomie, à un prix qui était à moins de 10 000 €. Et on l'a présenté à tous les clients européens qui nous ont tous rigolé au nez en disant « Ah, de toute façon, vous ne savez pas faire des bagnoles, c'est pas votre boulot. Nous, on sait des SUV de toute façon, donc allez vous faire voir. » Bon, il n'y a que Citroën qui nous a suivis, qui a fait l'ami, avec un moteur de chez Valeo d'ailleurs. Et après, on a lancé une start-up interne qui a été pilotée par Jérôme Mortel, qui est ici dans la salle aujourd'hui, qui a entre-temps fait autre chose, il vous en parlera demain. Et on a développé tous ces systèmes-là de mobilité légère pour les rickshaws, pour les scooters, pour les vélos, parce qu'on avait la vocation de dire nous devons être des acteurs de la transformation de l'offre produit, parce que c'est par l'offre qu'on fera la mutation de la société. Si on fait des petits véhicules électriques légers pas chers, on a une chance que tout le monde devienne décarboné plus vite, plutôt que de laisser ça chez des Happy Few qui vont se payer des belles Tesla à 100 000 €. Et je pense que ça, c'est important. Et pour aller plus loin encore, on a monté un plan de décarbonation complet de l'entreprise, qu'on a appelé CAP 50,
Cap 50, c'est 50 mégatonnes, parce qu'on a calculé qu'on consommait 50 mégatonnes de carbone, et d'ici 2050, donc 50 et 50, ça faisait Cap 50. Et donc c'est devenu le sujet du CIO. Si vous écoutez le CIO actuel de Valeo, Christophe Périllat, il déroule son histoire devant les médias, et tout le monde dans l'entreprise est le petit doigt sur la couture du pantalon pour appliquer le plan Cap 50, pour décarboner tout, partout, à tous les étages, partout. Et notamment dans la supply chain, qui avec les fournisseurs, qui est un challenge absolument colossal. Et ça, c'est une stratégie d'entreprise, et ça ne peut être que comme ça. Ça ne sera pas parce qu'il y a un individu sympa qui a dit « moi, je pense qu'on doit faire ça ». Il faut que ça soit une stratégie d'entreprise, et ça peut venir que du haut de la pyramide, sinon ça ne marche pas. Et je pense que là, bon, je suis assez fier de ça, parce que moi, j'étais à la manœuvre pour le faire, mais Christophe nous a suivis, et Jacques Aschenbroich, qui était son prédécesseur avant lui, pour vraiment impulser ce mouvement, qui est un mouvement fondamental dans une grosse société du CAC 40, qui devait absolument être un acteur de la transformation de l'industrie. Et les enseignements qu'on en tire, ils sont assez simples. Un, il faut accepter la réalité. Accepter la réalité. Si on ne peut être dans le déni. Là, je vois des gens qui ont mon âge, moi je suis un vieux bonhomme, qui sont des boomers comme moi, qui sont tous là, le changement climatique, ça n'existe pas, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela, vous nous emmerdez, je veux partir en vacances avec mon chien, ma voiture, mon chien, c'est du déni. Je veux dire, on a un problème, quoi. Don't look up, hein, si vous voyez le film, on a un problème, donc plutôt que de voir les difficultés à traiter le problème, il faut voir les opportunités. Il y a d'énormes opportunités plus que des risques. Dans tous les modes de transformation, dans tout le monde entier. Avant les voitures, il y avait que des carriages, comment on appelle ça, des calèches avec des chevaux. Puis toute cette industrie des chevaux et des calèches, elle n'existe plus. Ça a été remplacé par l'automobile. Bon, mais quelque part, l'automobile devrait évoluer de la même manière. Donc, il faut revoir son portefeuille produit, parce que les produits d'hier ne peuvent pas être les produits de demain. Il faut chercher l'agilité. Donc, nous, on avait fait une petite start-up interne parce qu'on avait besoin. En tant que gros groupe, les gros groupes, c'est très lent, c'est très lourd. Donc il faut trouver de l'agilité. Pour ça, il faut faire des petites structures, sinon ça ne marche pas. Et puis, un truc très important dans le cadre de l'économie circulaire et dans le cadre aussi de l'économie d'échelle, il faut faire du reuse, de la réutilisation de tout ce qu'on a, autant qu'on peut, pour baisser les coûts. Ça, c'est un truc d'industriel. Alors ça ne parle peut-être pas à beaucoup d'entre vous, mais aujourd'hui, si l'industrie automobile est relativement peu chère, comparée aux autres industries, c'est parce qu'on fait des millions de pièces par an. Et ça tire les coûts vers le bas, et ça, c'est une force. Et cette force, il faut la garder, il faut la réutiliser pour faire bénéficier notamment les petites mobilités. Par exemple, le moteur de l'AMI, c'est la même machine, exactement la même machine à la rondelle près que l'alternodémarreur hybride qui est monté sur une Golf ou une Jaguar ou une Hyundai. C'est exactement la même machine. Donc on a repris le truc, on a changé que le software. Là encore, Jérôme pourra vous donner tous les détails si vous en avez besoin. Et donc, il faut aussi créer ça et un écosystème avec des spécialistes pour arriver à embrasser ces nouveaux secteurs qui sont complexes et pour lesquels on n'est pas forcément toujours très pertinent. Et donc, encore une fois, le sujet, c'est accepter la réalité, se projeter dans le futur, vouloir se transformer, voir les opportunités plutôt que les risques, c'est ça qui est important. Et je pense que ça, pour moi, c'est le message qui doit sous-tendre aussi la conférence d'aujourd'hui et de demain, parce qu'en fait, on est tous des acteurs de l'évolution de la société, tous qui est ici aujourd'hui, et je pense qu'on partage assez bien ça. Et donc, en termes de conclusion, pour moi, la mobilité, comme je vous l'ai dit, c'est la vie, donc il n'est pas question de la contraindre, ça n'a pas de sens, c'est idiot, c'est anti-humain, c'est anti-naturel, mais il faut la transformer, ce qui n'est pas pareil. Et pour la transformer, il faut remonter ses manches et il faut bosser. Il ne suffit pas d'aller à la télé et de faire des belles déclarations, il faut bosser. Et donc, il y a plein d'opportunités dans la voiture que je connais particulièrement, mais aussi dans le vélo, le camion, etc., etc. Mais tous ces produits ont besoin d'évoluer. Et donc, il y a énormément d'opportunités. Et j'ai bien aimé ce que disait la personne de la mairie du Mans là, tout à l'heure. On peut se tromper. C'est vous, madame, qui avez dit ça. J'ai bien aimé ça. On a le droit de se tromper. Je ne suis pas un grand fan de l'hydrogène, pour être franc, par exemple. Mais vous l'avez fait, mais vous savez que vous la voulez faire, vous allez voir ce que ça donne, et vous prendrez vos décisions en conséquence. Au moins, vous avez le courage de le faire. Et ça, c'est bien. On a le droit de se tromper. Le tout, c'est d'avancer, de se bouger et de se transformer et de saisir les opportunités. Et comme dans toutes les opportunités, il y a des fois où on se casse la figure et des fois où ça marche. Mais cette nouvelle dynamique, elle me semble essentielle. Et je pense qu'en tout cas, on la trouve ici à X-Mobility aujourd'hui et demain. J'ai vu déjà sur le parking un certain nombre d'acteurs avec plein d'idées assez sympas. Et surtout, je vous souhaite un très très bon séminaire et une belle table ronde tout à l'heure. Et donc Anthony, sur ces bonnes paroles, je vous cède le micro. Merci beaucoup.
Merci Michel Forissier, donc j'ai compris ex-Valeo désormais. Mais très très belle keynote d'ouverture, en tout cas on a apprécié et on va évoquer évidemment tout cela à la table ronde. J'ai déjà hâte, à partir de 16h25, la mobilité qui se transforme et donc saisir les opportunités. Voilà le mot d'ordre. Alors Michel nous a présenté donc eh bien, cette mobilité qui est la vie, tout simplement.